Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, stop ou encore, les Boliviens votent ce dimanche pour donner le droit ou non à Evo Morales de briguer un 4e mandat consécutif à la tête du pays. L'issue du référendum s'annonce très indécise. À suivre aussi la visite apostolique du pape François au Mexique. Messe dans le Chiapas pour les populations indigènes. Appel à lutter contre la violence et le trafic de drogue avec une dernière homélie très symbolique à Ciudad Juárez, le point de passage des migrants et haut lieu de la criminalité des cartels. Et puis la mort d'un membre de la Cour suprême aux États-Unis jette un pavé dans la mare. Barack Obama compte bien nommer un successeur qui pourrait faire pencher la balance en faveur des progressistes. Les républicains s'y opposent à quelques mois de la présidentielle. Va-t-il ou non devoir quitter le pouvoir en 2019 ? L'avenir d'Evo Morales est entre les mains des Boliviens. Ils doivent se prononcer par référendum dimanche sur une réforme de la Constitution. En l'état, elle empêche l'actuel président qui dirige le pays depuis déjà 10 ans de se représenter au terme de son mandat. À La Paz, les avis sont divisés. Reportage de Reza Nouramod. Le 21 février, ne laissons pas tomber le président. Il a besoin de nous. À tout juste 26 ans, Valeria Silva est députée suppléante du parti au pouvoir, le MAS. Elle est également l'une des fondatrices du mouvement Génération Evo, un groupe de jeunes militants dédiés à la cause du président Morales. Evo Morales est déjà un personnage important de l'histoire. Et nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, c'est l'unique personne qui peut garantir la continuité de notre modèle économique, l'unité du pays et la stabilité. Avant, nous étions toujours à la dernière place dans la région. Parfois un peu devant Haïti et d'autres fois un peu derrière, mais toujours parmi les derniers. Et ce sera de nouveau comme ça si la droite revient au pouvoir. Sa longévité record au pouvoir, Morales la doit notamment à sa réussite économique et à une politique de redistribution de la richesse en faveur des secteurs autrefois marginalisés. Un exemple ici avec l'une des 3 universités indigènes créées par le président et qui compte environ 900 étudiants. L'enseignement est bilingue, espagnol, aymara et permet à la jeunesse des campagnes d'accéder aux études supérieures. Un programme qui renforce la popularité du président dans les zones rurales. Auparavant, nous les femmes indigènes, nous ne pouvions pas étudier. Nous étions discriminées, on nous disait même que les femmes, ça n'étudiait pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire des études. Le gouvernement actuel veut que nous soyons tous à égalité. Et nous constatons que nous sommes en train de sortir de la pauvreté. Chez les anti-Morales, on accuse le président de dérive autocratique et de chercher à rester indéfiniment au pouvoir. On appuie aussi sur plusieurs scandales récents de corruption et de népotisme qui sont en cours d'enquête et qui éclaboussent le gouvernement et le chef de l'État. Les peuples qui respectent la démocratie ont un principe, celui de l'alternance. Si le oui l'emporte, nous mettrons ce principe en danger. Car 2 personnes et leurs cliques gouverneraient alors le pays pendant 20 ans de façon illégale pour continuer à se servir et à promouvoir la corruption. Héros pour les uns, traître ou dictateur en puissance pour les autres, Evo Morales a fêté le mois dernier son 10e anniversaire au pouvoir en appelant à poursuivre la révolution socialiste. Les derniers sondages donnent le oui et le non au coude à coude autour de 40%, mais avec également 15% d'indécis. Son passage en Bolivie avait marqué les esprits l'année dernière. Le pape François est de retour sur le continent américain, sa terre natale, mais cette fois au Mexique, où dans la droite ligne de son message bolivien, il a appelé à demander pardon aux peuples indigènes victimes de colonisation, de la loi du marché et aujourd'hui du réchauffement climatique. Appel aussi à ne pas se résigner face à la violence dans l'état du Michoacán, rongé par le trafic de drogue, avant une dernière escale à Ciudad Juárez pour une messe en plein air dédiée aux victimes de la violence, justement. Et parmi ces victimes, des femmes disparues en masse depuis le milieu des années 90. Leur corps, une fois retrouvés, portait les marques de sévices, violences sexuelles et autres mutilations. On a parlé de féminicide, des femmes tuées parce qu'elles étaient femmes. Extrait du reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Commun pour notre magazine Billets Retour. Ciudad Juárez, une ville parfaite pour les réseaux de prostitution. Posée sur la frontière, elle attire les Américains qui cherchent des services sexuels moins contrôlés. C'est ici aussi qu'ont fleuri dans les années 90 des centaines de maquiladoras.
là où de petites mains sous-payées fabriquent toutes sortes d'articles pour le marché américain. Beaucoup de disparus travaillaient dans ces usines. Ma fille était partie pour un rendez-vous, ici dans le centre. Elle n'est jamais revenue. Mais on est pourtant en plein centre-ville, il y a beaucoup de surveillance policière ici, non? Non, on dirait, mais non. Ici, c'est comme la gueule du loup pour les jeunes filles. Elles ont pour la plupart disparu tout près d'ici, en plein jour. Et pourtant... Vous savez ce qu'on est en train de faire? Vous cherchez vos filles? Monsieur, vous êtes au courant de ce problème? Non, je suis au courant de rien. Ils font semblant de ne pas savoir. Le jeune homme vient nous dire qu'il ne sait rien, alors qu'il y a des avis de recherche partout, que dans les journaux, ces visages apparaissent constamment. C'est de l'indifférence? C'est de la peur. De la peur. La peur d'un réseau criminel encore actif et qui a des oreilles partout. Est-ce que vous avez pu retrouver des jeunes filles grâce à ces avis de recherche? Malheureusement, non. Pas jusqu'à maintenant. Susana fait partie des quelques 1500 mères qui ne cherchent plus. Sa fille Lupita a été retrouvée morte en 2012. L'enquête a prouvé que la jeune fille de 17 ans avait passé les mois suivant son enlèvement dans ce lieu sordide, l'Hôtel Verde. Ici, un réseau criminel a exploité des mineurs pendant des années. Nous sommes à tout juste 4 rues de la mairie. Des gens ont signalé à la justice. Celle-là, celle-là et celle-là, on les a vues ici pendant la nuit. Mais elles n'avaient pas l'air d'aller bien. Elles étaient comme droguées, à moitié endormies. Des hommes les maltraitaient, les insultaient. C'est ce qu'ils ont dit. Plusieurs parents avaient entendu des rumeurs qui circulaient sur cet endroit et alerté les autorités. Moi, je suis venue chercher ma fille ici avec des policiers. Mais ils ont simplement montré l'avis de recherche à la réceptionniste en lui demandant « Vous n'auriez pas vu cette jeune fille ?» La réceptionniste n'a même pas regardé la photo, elle a juste dit qu'elle ne savait rien. 20 ans de crimes irrésolus. Et la lutte des familles compte aussi ses martyrs. En 2008, Ruby Marisol Escobedo, 16 ans, est assassinée. L'enquête n'avance pas. Alors sa mère, Marisela, prend la main. Elle retrouvera elle-même le petit ami de sa fille, dont elle est persuadée qu'il est l'assassin. La police l'arrête, il confesse le meurtre et indique où se trouve le corps. Néanmoins, quelques mois plus tard, il sera libéré pour faute de preuves. Marisela fait appel, le jeune homme est déclaré coupable, mais il est alors en fuite et ne sera pas retrouvé. Marisol entame alors fin 2010 une grève de la faim devant le palais du gouverneur. Quelques jours plus tard, elle est assassinée. On sait désormais qui se cache derrière ces meurtres. Los Aztecas, un groupe criminel d'au moins 5000 membres, mouillé dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. En juillet dernier, 5 hommes sont condamnés pour avoir prostitué les jeunes filles retrouvées dans le désert. Après 20 ans de meurtres par centaines, il s'agit seulement des toutes premières condamnations pour féminicides organisés. Les autorités l'ont nommé le procès du siècle. Revoilà George Bush, fils, on l'avait presque oublié, éclipsé par son frère Jeb qui n'avait pas jugé bon jusque-là de l'associer à sa campagne. Mais sa campagne justement patine. Alors le candidat à l'investiture républicaine vient de rappeler l'ancien président en renfort en Caroline du Sud, où les primaires ont lieu samedi pour désigner les favoris des deux grands partis. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a pris la parole lors d'un meeting pour dire tout le bien qu'il pense de son frère et tacler au passage l'actuel leader des sondages, Donald Trump. Sans le nommer, il a enjoint les Américains à ne pas installer dans le bureau ovale quelqu'un qui, je cite, « reflète et aggrave nos colères et frustrations ». La campagne qui vient de connaître un rebondissement avec la mort du juge Scalia, l'un des membres de la Cour suprême. Nommé à vie, il était connu pour ses positions conservatrices. Son remplacement pourrait faire pencher la balance au sein d'un collège très divisé sur les grands sujets de société. Barack Obama doit lui trouver un successeur, mais les républicains majoritaires au Sénat ne l'entendent pas ainsi. On voit ça avec Christophe Dansette. Le temps des hommages n'aura duré que quelques heures. Très vite, l'enjeu de la succession du juge texan ultra-conservateur aura pris le dessus. Son remplacement peut faire pencher la balance idéologique de la Cour suprême. Composée de 9 juges, l'institution était jusqu'à présent dominée d'un siège par les conservateurs.
Mais avec la mort d'Antonin Scalia, les deux camps se retrouvent à égalité 4 contre 4. Selon la Constitution, c'est le président qui nomme à vie les 9 juges et il revient au Sénat de confirmer son choix. À un peu moins d'1 an de son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama n'aura donc pas attendu longtemps avant de s'exprimer. Je prévois de remplir mes responsabilités constitutionnelles pour désigner un successeur en temps voulu. J'aurai tout mon temps pour le faire et le Sénat pourra remplir ses responsabilités en auditionnant comme il le faut cette personne et en votant à temps. Mais les républicains veulent tout faire pour éviter que la Cour suprême ne bascule dans le camp progressiste. Ils veulent bloquer le choix du président. Le président Obama ne va pas obtenir le bénéfice du doute pour moi. S'il ne trouve pas un consensus, le prochain président va choisir le remplaçant du juge Scalia. Résultat, le sujet devient un enjeu de campagne. Les prétendants à la Maison-Blanche s'emparent du sujet. Les républicains souhaitent repousser la nomination après l'élection. Retarder, retarder, retarder. Il y a une tradition selon laquelle on ne nomme pas de juge durant une année électorale. Cela signifie donc que nous devons faire de l'élection 2016 un référendum sur la Cour suprême. Côté démocrate, au contraire, le processus de nomination doit se faire rapidement, conformément à la Constitution. La Cour suprême des États-Unis comporte 9 membres, pas 8. Il nous faut ce 9e membre, car il y a encore des décisions importantes à prendre. Parmi ces décisions importantes, il y en a une, par exemple, en juin, qui concerne l'avortement, avec un risque de paralysie, si d'ici là, un nouveau juge n'est pas nommé. Un siège vacant pendant près d'1 an, ce serait une première. Barack Obama, lui, fera tout pour l'éviter, préférant plutôt laisser une trace dans l'histoire en devenant le premier président depuis Ronald Reagan à nommer 3 juges pendant son passage à la Maison-Blanche. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.